Au chantier naval de Portsmouth, niché à la frontière du Maine et du New Hampshire, on construit des navires depuis 2 siècles. La ville, comme le chantier, ont connu des changements considérables au fil des ans, au gré des bons et des mauvais moments. C'est l'été 1981 et Deborah Smarella vient de terminer l'école secondaire. Elle profite de la vie et songe à son avenir. Les parents de Deborah étaient tous les deux dans la marine. Sa mère s'était remariée. La vie semblait pleine de possibilités pour Deborah. Elle avait la vie devant elle. Son avenir n'était pas tracé. Elle laissait la vie suivre son cours. Stephen Brown, un ex-marine travaillant comme gardien sur le chantier, entre dans sa vie en trombe. Deborah aimait les mauvais garçons. Quand elle a rencontré Stephen, elle a vu en lui son preux chevalier. Il a une moto, des tatouages et une allure de brute. Elle en est aussitôt tombée amoureuse. Pour elle, il était le plus extraordinaire des hommes. C'était selon elle l'homme avec lequel elle passerait sa vie. Les deux tourtereaux deviennent vite inséparables. Quelques mois plus tard, ils emménagent à Corpus Christi, au Texas, avec la mère de Deborah. Mais le beau-père de la jeune fille nourrit rapidement un doute sur son nouvel amoureux. Le beau-père de Deborah a mené son enquête et a découvert que Brown était un fauteur de troubles. Après son renvoi de l'école, il s'est enrôlé dans les Marines à 18 ans et a tout de suite été affecté à l'infanterie. Il a été renvoyé pour s'être battu. Une évaluation psychologique démontre qu'en situation de stress, il peut adopter un comportement agressif et étrange. Il se pavane avec bravade. Quand une situation déclenche de l'insécurité face à sa masculinité, il devient agressif. Il se fâche et réagit physiquement pour éliminer la menace. Deborah refuse de croire que son amoureux a un côté sombre. Elle ne voulait rien entendre. Comme tous les enfants, elle n'écoutait pas ses parents. Bientôt, Deborah et Stephen ne sont plus les bienvenus et ils reprennent la route. 6 mois après leur rencontre, ils unissent leur vie par un mariage civil. La mère et le beau-père de Deborah ne sont pas invités. Quand les membres de la famille l'ont appris, ils étaient furieux. Ils savaient que cet homme était une bombe à retardement. Here you are, darling. Thank you. Deborah et Stephen ont 2 événements à célébrer. Dans 5 mois, la cigogne passera. Mais la lune de miel prend rapidement fin. Hey, honey. How are you? How was work? What is this? It'll be done in just a minute. Ils sont mariés depuis à peine une semaine et elle porte un enfant. Mais soudainement, un violent psychopathe apparaît. You know what time I get home from work? Every day! Are you stupid? Huh? Stop! Why is it not ready? You know what time I get home from work? I got other one. Il était très dominateur. Il régissait tout. Why is my dinner not ready? Why is it not ready? Why is my dinner not ready? Huh? C'était à sa façon ou pas du tout. Same time! Every day! Maintenant que Deborah et lui étaient mariés, dans son esprit, il avait le contrôle absolu sur elle. Elle lui appartenait. Quand il y avait des facteurs de stress dans d'autres aspects de sa vie, il lui était facile de se défouler sur ses proches. Is this good, Deb? Huh? Does this taste good to you? You like the meat? Is that good? You want meat, wifey? I hope you choke on it. How about this, Deb? Is that good in your mouth? Huh? Is that good? Huh, Deb? Is that good? Here you go, Deb. Here's the entree. Il disait ensuite « Je suis désolé, ça ne se reproduira plus. J'étais fâché, c'était l'alcool, j'ai eu une mauvaise journée.
il trouvait plein d'excuses. Deborah, encore aveuglée par l'amour, croit son mari quand il lui promet de ne plus jamais agir de la sorte. Mais après la naissance de leur fils, Stephen Jr., la violence s'intensifie. À cause de sa nature explosive et imprévisible, Stephen perd son emploi. Il est paresseux, irresponsable, et il se présente au travail quand bon lui semble. Il perd donc ses emplois les uns après les autres. La jeune famille s'arrête en Floride, en Virginie et dans le Maine, avant de se poser à Newfield, dans l'État de New York, où Stephen parvient à maîtriser son tempérament. La vie était bonne pour eux à Newfield. Il travaillait pour son père, qu'il payait très bien. Avec un emploi stable et ses parents à proximité, Stephen semble transformé. Deborah est de nouveau tombée enceinte. Stephen Jr. a maintenant une sœur, Whitney. La vie semblait bien aller. Brown a même dit « Je vais aller chercher de l'aide pour mes problèmes de colère ». Est-ce qu'il l'a fait? Pas du tout. Le côté sombre de Stephen refait surface. Deborah redevient une femme battue. Pendant 16 douloureuses années, elle subit sa violence et les enfants apprennent à vivre dans la peur. Il se mettait en colère. Il devenait furieux et hurlait. Il la frappait pour un oui ou pour un non. Si je n'avais pas fait la vaisselle comme il le voulait, il se fâchait. Il pouvait casser de la vaisselle. Il m'a frappé au visage avec une poêle à frire. Si je ne rangeais pas ma chambre, il brisait des objets et il me frappait avec une ceinture. Brown s'en prend encore plus sauvagement à Stephen Jr. Il était beaucoup plus sévère avec Stephen. Il le frappait au visage. Il le ruait de coups de pied. Il le bousculait. C'était très effrayant de le voir dans cet état. Un jour, des voisins dénoncent aux policiers la violence faite aux enfants. Avant l'arrivée du travailleur social, Brown lance un avertissement sévère. Il a dit « Vous allez mentir ou vous allez recevoir la raclée de votre vie. Qu'est-ce qu'un enfant peut faire ?» Encore une fois, c'est une question de contrôle. Brown contrôlait chaque geste. La famille posait chaque geste dans la peur. Les parents de Stephen annoncent qu'ils iront passer leur retraite en Floride. Stephen est doublement affecté, puisqu'il perd également le travail bien rémunéré que lui offrait son père. Le père a dit « On s'en va dans le sud, plus de filet de sécurité, à toi de jouer. » Brown déniche un autre emploi comme camionneur, mais le salaire est inférieur et il ne s'entend pas avec son nouveau patron. Encore une fois, la colère l'envahit. Chaque fois que les facteurs de stress augmentaient dans la vie de Stephen Brown, Deborah risquait fort d'en subir les conséquences. Finalement, Deborah n'en peut plus de souffrir. Elle trouve le courage de partir. Elle est venue me voir et a dit « Ce n'est pas la vie qu'on mérite, il faut partir. Ce n'est plus sécuritaire pour nous. » Elle amène les enfants dans une maison d'hébergement et engage une avocate pour obtenir une ordonnance préventive contre son mari. J'ai compris presque immédiatement que c'était un des dossiers les plus graves que j'avais traités. Elle avait manifestement été victime d'une violence conjugale extrême pendant plusieurs années. Brown découvre où se cache Deborah. Avec l'aide de ses parents, il la convainc de rentrer. Il promet à Deborah de redevenir un mari aimant. Les hommes comme Stephen Brown ne changent pas. Je lui ai dit que je ne croyais pas que la situation s'améliorerait réellement. Pendant quelques semaines, tout allait bien. C'était une famille heureuse. Mais la colère a refait surface. Et elle s'intensifiait. Il l'a menacée avec une arme et lui a dit qu'elle ne partirait plus car elle était à lui.
You know I love you. Après avoir subi 16 ans de violence physique et psychologique aux mains d'un mari violent et imprévisible, You make me do this. Deborah Brown atteint son point de rupture. En réalité, elle était dans une impasse. Quoi qu'elle fasse, elle ne s'en sortait pas. Il menaçait de la tuer si elle partait, mais si elle restait, elle croyait qu'il finirait par la battre à mort. Alors, que pouvait-elle faire? Dawn, it's me. He's gone. We're ready. Come get us. Deborah appelle son père et son frère, qui acceptent de venir du Maine pour la secourir. Cette fois, elle avait un plan de fuite. Elle est partie travailler. Steven croyait que les enfants étaient à l'école. Mais le frère de Deborah les attendait pour qu'ils puissent prendre leurs affaires. Quand Brown est parti, ils ont pu prendre leurs affaires et s'enfuir à toute vitesse. Elle vivait constamment dans la peur. Elle faisait de son mieux pour nous le cacher. Mais elle regardait toujours par-dessus son épaule. Le frère de Deborah, Don, les invite à vivre temporairement chez lui, à Lebanon, dans le Maine. La petite amie de Don et son meilleur ami, Chris Brouillard, habitent également chez lui. Chris et Deborah ont tissé des liens. Il était honnête avec elle. Il la traitait bien. Elle s'est dit, je peux avoir une relation saine. Il y a un bon gars qui est là pour moi. Les semaines passent. Deborah se détend alors que la vie normale reprend son cours. Vivre avec sa famille dans le Maine lui a donné la structure et le soutien familial nécessaires pour franchir le pas. Elle décide de demander le divorce et la garde exclusive de ses enfants. You don't think you deserve this? Mais Steven refuse de lâcher prise. Il m'appelait tous les jours, me suppliant de parler à ma sœur, de la convaincre de rentrer. Je disais, c'est son choix, c'est sa vie. Brown menace la famille de Deborah de se suicider si elle ne rentre pas. C'est un comportement classique chez les agresseurs. Si elle ne revient pas, je vais me tuer. Ce n'est que moi. Dans la tête de ce type d'agresseur narcissique et violent avec les femmes, tout tourne autour de lui. Moi. Toujours. Deborah et les enfants retournent à New York pour une audience sur la garde des enfants. Personne n'est emballé à l'idée d'y revoir Steven. J'avais peur. Je ne voulais pas retourner avec lui. Et j'avais peur qu'on m'y oblige. Il avait le don de convaincre les gens de faire ce qu'ils voulaient. L'audience prend fin et l'avocate de Deborah attend Steven à l'extérieur du palais de justice. Je lui ai donné les documents de divorce. Il n'a pas réagi, mais je savais que sa vie s'effondrait. Furieux d'avoir été humilié publiquement, Steven revient chez lui et trouve son réconfort dans l'alcool et entre les bras d'une amie de longue date qui est aussi secrètement amoureuse de lui. Au début, Patty Teeter n'était qu'une épaule sur laquelle pleurer. Une bonne amie. Mais Patty voulait plus que de l'amitié. Elle le voulait dans son lit. Elle éprouvait une attirance sexuelle envers lui. Mais elle était son appât. Il cachait son jeu. After the break, quick check of weather and traffic. Patricia Teeter est une mère monoparentale. Ironiquement, elle a elle-même échappé à une relation violente. Elle travaille dans une station radio locale. Elle disait que Steven était merveilleux. Quand elle allait chez lui, il lui disait combien ses enfants lui manquaient. Elle rêvait de vivre là et de partager sa vie. Steven Brown profite de sa vulnérabilité. Teeter avait le mot victime tatoué dans le front. Brown l'a remarqué de loin.
Elle a été mariée à un homme qui l'a agressée physiquement et psychologiquement pendant une décennie. Brown l'a tout de suite compris. Qu'en a-t-il conclu? Qu'il pouvait la contrôler. Elle était la personne idéale pour Stephen Brown à ce moment. Elle l'amenait à se sentir bien dans sa peau. Elle l'adorait. Même s'il n'entretenait pas de relation amoureuse, elle agissait comme si c'était le cas. Deborah apprend que la cour lui octroie la garde exclusive des enfants ainsi qu'une pension alimentaire. La justice ordonne à Stephen de se tenir loin de sa femme et de ses enfants. Obtenir la garde, le droit de déménager et une ordonnance de protection, c'était ce qu'elle pouvait espérer de mieux. Elle était folle de joie. On était tous très heureux. Cette partie de notre vie était enfin derrière nous et on allait de l'avant. Mais Stephen Brown n'a nullement l'intention de garder ses distances. Il cherche à se venger. Il a perdu sa femme et ses enfants. La cour lui a dit que non seulement il était un mauvais mari et un mauvais père, mais qu'il était un mari et un père violent et qu'il fallait les protéger contre lui. C'était un dur coup pour l'ego, auquel il ne pouvait répondre autrement qu'avec de la rage inouïe. Avec une compagne naïve à ses côtés, Brown décide de se rendre dans le Maine pour convaincre Deborah de rentrer. Si ce plan échoue, il a une autre solution beaucoup plus troublante. Stephen Brown vient chercher sa femme et ses enfants. Il s'est mis en tête que rien ne pourrait l'empêcher d'avoir ce qu'il veut et d'assouvir sa vengeance. Après avoir perdu la bataille pour la garde de ses enfants, Stephen Brown décide de se rendre dans le Maine pour retrouver sa femme. Il ment à sa prétendante, Patricia Teeter, et la convainc qu'il s'agit là d'un simple voyage de loisirs. La carabine et le fusil, lui dit-il, sont pour la chasse aux lièvres. C'était la récompense que lui offrait Brown pour avoir été une si bonne amie et confidente, et pour l'avoir laissé pleurer sur son épaule. Paddy, de son côté, l'a vu comme une escapade romantique. Elle était très enthousiaste. Elle voulait tellement aller camper et passer du temps dans le bois avec ce bel homme. Brown a secrètement planifié et enregistré un plan sinistre que Patricia découvrira au fur et à mesure qu'il le mettra en œuvre. I just couldn't tell you the whole truth about what I was getting ready to do because I knew you wouldn't be a part of it. It's ending. Ce qui était très clair dans la note de suicide enregistrée, c'était que Stephen Brown en était rendu à un point où il se posait en victime. Il accusait Deborah d'être responsable du dénouement de la situation. Une fois sur la route, Brown avoue à Teeter le véritable motif de leur voyage. Il veut parler à son ex-femme. Il allait voir sa femme avec des armes à feu, des couteaux, du ruban et de la corde. La majorité d'entre nous se serait dit « quelque chose cloche ». Ça démontre qu'elle était prête à tout faire pour finalement se retrouver où elle souhaitait, soit aux côtés de Stephen Brown. Le plan de Brown consistait à faire sortir tout le monde de la maison pour que Deborah se retrouve seule, qu'il puisse se faufiler à l'intérieur et lui parler. Cet après-midi-là, il localise la maison du frère de Deborah. Brown et Teeter les surveillent à couvert. Qu'est-ce que Brown faisait à ce moment? Il traquait Deborah. Il surveillait la maison. Mettre le plan en œuvre fait partie du plaisir pour le sociopathe. Il vit des sensations fortes en exécutant le plan. Elle avait très peur de mon père, de ce dont il était capable.
Il connaissait notre famille et savait où on habitait. Ce soir-là, Stephen Jr. dort chez un oncle. Deborah, Whitney et les autres regardent un film en famille avant d'aller au lit. Il était 23h45. Tout le monde s'est demandé qui venait frapper à cette heure. Could you come help us? Our car broke down. Mon oncle Woody est allé l'aider. Il était bon mécanicien et il voulait toujours aider les gens. Here's the car. I don't know what's wrong with it. Patricia Teeter ferme les yeux sur la violence. Elle a fait le choix de nier la réalité et de croire à son rêve. Elle se dit, il les assomme, mais il va s'en sortir. Steven et moi, on va vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours. Pour Brown, la colère a pris le dessus. S'il avait voulu, il aurait pu simplement traîner Woody dans les bois, l'attacher à un arbre, entrer dans la maison et parler à Deborah. Mais qu'a-t-il fait? Il a tué Woody. Don says he needs Chris's help with the car. Could you go get him, sweetie? Okay. Je suis allée réveiller ma mère et Chris. Il a mis son manteau, ses bottes et il est sorti. Where's Don? Hey, 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 look at that gun! On ne peut pas se tromper. Il y avait une différence entre les coups infligés à Donnie Wood et ceux infligés à Chris Brouillard. Chris fréquentait son ex-femme. Ils avaient une relation amoureuse. Les coups indiquent clairement une colère envers Chris Brouillard. Teeter est retourné 3 fois à la maison. Ça démontre à quel point elle était désespérée de trouver l'amour. Ma mère savait qu'il y avait un problème. Elle a dit, je vais y aller. Dès qu'elle a vu son visage, elle a su. La situation est grave. C'est diabolique. Deborah essaie de s'enfuir, mais elle ne peut se résoudre à abandonner sa famille et son nouvel amoureux. Elle retourne courageusement dans la gueule du loup. Deborah n'avait plus d'option. Elle savait que sa fille était à la maison. Les gens qu'elle aimait étaient à la maison. Elle devait y retourner sur le champ. Bien qu'elle craigne pour sa vie, Deborah Brown ne peut s'empêcher de retourner dans la gueule du loup pour sauver sa fille Whitney des mains de son mari fou et de sa complice aveuglée par l'amour, Patricia Teeter. Deborah s'inquiète aussi pour Chris Brouillard et son frère Don Wood qui ont été attirés à l'extérieur. Elle s'est mise à crier, « Il est là, il est là !» J'ai tout de suite su que c'était mon père. Elle criait et klaxonnait. J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. Deborah mourait de peur. Elle savait à quel point il pouvait être violent. Hey, Deborah. Elle a vu son regard. Elle savait que c'était vrai cette fois. Deborah demande des nouvelles de son frère et de son amoureux Chris. Brown a répondu, « Ils vont bien, ne t'en fais pas.
Je les ai attachés. Ils sont derrière le garage. Deborah ne savait pas si elle devait le croire, mais avait-elle le choix? Je me sentais complètement seule. Je ne savais pas quoi faire. C'est là que ça m'a frappée. C'était réel. Il fallait faire quelque chose. La petite amie de Donald Wood demande de l'aide d'urgence. Take a deep breath. We have people on the way, okay? My boyfriend, he's been gone almost an hour. He went to help this woman, and this woman's been in and out of my house. Whitney décrit ce qu'elle a vu à la police. Whitney nous a dit qu'elle avait regardé par la fenêtre et vu son père, Stephen Brown, enlever sa mère en la menaçant d'une arme, la pousser dans un véhicule et partir. Les policiers arrivent avec des chiens. On a fouillé les lieux. On a trouvé les deux hommes qui étaient sortis pour aller aider la conductrice. Ils étaient à environ 9 mètres dans les bois. Ils étaient décédés. Les corps sont formellement identifiés comme ceux de Don Wood et Chris Brouillard. Dans un stationnement voisin, les policiers trouvent la voiture abandonnée de Deborah. Une fenêtre avait été fracassée. Il y avait de la vitre partout à l'intérieur, mais personne autour. À ce moment, on savait qu'il y avait un autre véhicule d'impliqué. On présumait que Deborah et Stephen Brown étaient montés dans l'autre véhicule et avaient quitté le secteur. Les meurtriers et leur otage conduisent maintenant l'Oldsmobile de Teeter en direction de New York. Chaque fois qu'il passait un poste de péage, Brown lui disait « Couche-toi et cache-toi avec une couverture. Si les policiers nous arrêtent en chemin, il va y avoir un bain de sang. » Brown et Teeter roulent sans s'arrêter pendant 5 heures. Le jour pointe et ils arrivent dans un motel d'East Greenbush, aux abords d'Albany. Brown envoie Teeter à la réception. Il a dit à Teeter de louer 2 chambres communicantes, une pour elle et une pour Deborah et lui. Brown et Deborah sont restés barricadés toute la journée dans ce motel. Il l'a agressée sexuellement à 3 reprises. Il a même menacé de lui tirer dessus. Pas pour la tuer, mais pour qu'elle ne marche plus jamais. Encore une fois, il démontrait son contrôle. J'ai le contrôle sur toi, j'ai le pouvoir, je suis ton Dieu. À ce moment, Patricia Teeter passe le point de non-retour. Elle s'est investie dans ce rêve qu'elle veut vivre. Elle s'est impliquée et elle doit continuer. Elle se dit, je ne sais pas comment la situation va se résoudre, mais elle va se résoudre. On va rentrer et les choses seront comme je le souhaite. Ce jour-là, on pratique des autopsies sur les corps de Don Wood et Chris Brouillard. Le médecin légiste détermine que Wood est mort des suites d'un traumatisme crânien causé par un coup violent. Il avait aussi 2 importantes blessures à l'arme blanche. Mais on ne saura jamais l'impact réel qu'ont eu ces blessures dans sa mort, puisque le violent coup à la tête aurait suffi à le tuer. Chris Brouillard souffre d'importantes fractures du crâne. Il a également été poignardé à 3 reprises, une fois dans le cou et 2 fois à la poitrine. Les blessures de Chris étaient si profondes et si violentes que le médecin légiste n'a pas pu déterminer laquelle a été fatale. Ce type de blessure montre que pour Brown, c'était le prix à payer pour avoir envahi son territoire. New York and Maine State Police are searching for Newfield, New York residents Stephen Brown and Patricia Teeter. They're wanted for questioning in a double homicide in Lebanon, Maine. 17 heures après avoir quitté la scène du crime, Patricia Teeter apprend par un ami que la police les recherche. Son ami a dit « As-tu vu les nouvelles? 2 personnes sont mortes et la police cherche ton petit ami. Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe ?» L'ami contacte la police. Patricia a laissé échapper le nom de l'endroit où il se cache,
Elle était dans un motel d'où elle pouvait voir la ville d'Albany. On croyait tous que Deborah Brown était toujours vivante. On avait encore le temps. Les policiers lancent immédiatement un avis pour retrouver l'Oldsmobile noir de Teeter. Stephen, they know the cops are coming. Go to the room. Brown savait que la police le recherchait. Il savait que ça ne se terminerait pas dans le calme. Il avait promis un bain de sang à Deborah et il tiendrait sa promesse. Elle savait qu'il se passerait quelque chose de grave parce qu'il avait barricadé la porte. Deborah s'est demandé « Comment vais-je sortir de là vivante? Les policiers vont défoncer cette porte d'un moment à l'autre et il va probablement me tuer. » Ellen Rudzinski, agente de police à East Greenbush, vérifie le stationnement du motel. Quand je suis arrivée ici, j'ai vu une Oldsmobile à Chiva noire garée devant la chambre d'un motel. Elle correspondait à la description. Rudzinski remarque la plaque d'immatriculation temporaire de la Pennsylvanie. J'ai relevé le numéro de plaque. Après vérification, il n'apparaissait pas dans les dossiers. Ça prouvait davantage que ce véhicule était louche. Elle demande ensuite au commis à la réception de voir les fiches d'inscription des chambres. On a constaté qu'il y avait effectivement 2 chambres inscrites au nom de Patricia Teeter. À partir de là, tout s'est passé très vite. On a déployé le groupe d'intervention. 2 groupes d'intervention se préparent, un pour chaque chambre. On ne se faisait pas d'illusions. Stephen Brown ne sondrait pas dans le calme. Les 2 hommes retrouvés dans les bois en étaient la preuve. Le temps est compté. Stephen Brown est piégé. Et son ex-femme sent que son heure pourrait sonner d'une minute à l'autre. Des équipes d'intervention se préparent à investir un motel aux abords d'Albany dans l'État de New York, où des présumés meurtriers, Stephen Brown et Patricia Teeter, gardent l'ex-femme de Brown, Deborah, en otage. On débattait à savoir si on devait entrer immédiatement ou attendre le jour. Puisqu'il y avait une victime en otage, on a décidé d'entrer le plus vite possible. Ils sont entrés simultanément. Tout le monde a été mis en état d'arrestation jusqu'à ce qu'on détermine qui était un suspect et qui était une victime. L'opération a été une réussite. On n'a déploré qu'un incident mineur pendant l'arrestation. Deborah Brown s'en est sortie saine et sauve. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, Deborah se confie pour la première fois devant une caméra. Pendant qu'il me gardait captive, je ne pensais pas que je rentrerais à la maison autrement que dans une housse mortuaire. Je pensais que ma vie s'arrêterait là. Mais Deborah doit encore encaisser un coup. J'ai demandé où étaient Chris et Woody. Ils m'ont dit, on a quelque chose à vous dire. J'ai dit, ils sont derrière le garage, vous les avez trouvés? Ils m'ont dit, non, ils sont morts. Je me souviens que je les ai regardés sans parler. J'étais sous le choc. C'est l'insulte finale dans un mariage rempli de violence. Deborah monte dans un avion pour rentrer dans le Maine et retrouver ses enfants. Quand on est arrivé, mon fils est sorti en courant et m'a demandé de ne plus jamais les laisser. Je lui ai dit, je n'ai pas fait exprès. Il a dit, d'accord, mais n'oublie pas que je t'aime. J'ai dit, moi aussi, n'oublie pas que tu es l'homme de ma vie. Il y avait quelque chose de différent en elle. Mommy? Je ne peux pas vraiment le décrire. Ce n'était pas le moment heureux que j'avais espéré, où je courais vers elle, que je la serrais dans mes bras et que tout allait bien, parce que ça n'allait pas bien. Deborah reste hantée par l'horreur de cette longue et terrifiante nuit. Je pense que je suis très chanceuse d'être ici. La plupart des femmes n'auraient pas survécu, je crois. En repensant à leur première rencontre, Deborah se demande quand la situation a si mal tourné. Quand je l'ai rencontré, il était charmant, attentionné, aimable.
Il me soutenait, tout ce qu'on recherche chez un homme. Il était amusant, on faisait des activités. On faisait de grandes promenades à moto. On est allé jusqu'au Texas. Mais finalement, il était mon pire cauchemar. C'était un monstre diabolique. Il était possédé. Je n'oublierai jamais la terreur qu'il m'a fait vivre. Il m'avait toujours dit qu'il éliminerait toute ma famille. Je ne l'avais jamais cru jusqu'au soir où je l'ai vu dans les bois. J'ai su qu'il pensait ce qu'il disait. J'étais pétrifié. Je me sentais trembler dans le siège du conducteur. Ma vie a défilé devant mes yeux. Je pensais que j'étais morte. Je ne savais pas ce qui arriverait à mes enfants. Je ne pensais jamais sortir de cette chambre de motel. Il me disait qu'il s'assurait que je passe ma vie en fauteuil roulant, qu'il m'enverrait assez de balles dans le corps pour que je ne puisse plus jamais marcher. Je me sentais impuissante, personne ne viendrait me sauver. Il n'y avait pas d'aide en route. Pour Deborah, la plus lourde conséquence du drame est la perte de son frère. Mon frère était comme un père pour moi. Il m'aurait secouru en Alaska. Il était mon meilleur ami. Il n'est plus là pour me parler, pour me remonter le moral, quand j'en ai besoin. Stephen Brown et Patricia Teeter ont fait des déclarations à la police et avoué leur implication dans le crime. Tell me why you brought all this hunting stuff. Why? Rope, duct tape. Because, tell me why. Because I had in my mind, one way or another, I was going to talk Bill. Il affirme que Patricia Teeter savait qu'il allait agresser violemment les hommes. I said, when they come out, believe me, I said, I'm going to hit them hard enough, tackle them, knock them down. I'm going to pull them aside, duct tape their mouth, tie their hands or feet up. And I said, eventually when I get a couple of them out there, I'll feel a lot more secure and there won't be as many people in the house. Hey. I'm freaking out. It was almost like my body was outside, my body looking in. I don't know what to tell you, but it was the weirdest feeling I've ever had in my whole life. I mean, I was shaking like belief. And I reached down in my pad, and I pulled out a knife. I remember swinging that knife. Je pense qu'à plusieurs niveaux, il était fier de ce qu'il avait fait. I couldn't believe what had happened. I couldn't believe that everything had fallen apart and had escalated to this point. Il a avoué les crimes sans hésiter, comme s'il avait voulu me le raconter. Il voulait se soulager d'un poids. So whatever was done. I own up to that. Patricia Teeter, qui a un œil tuméfié après l'entrée fracassante de la police dans sa chambre, révèle ses sentiments envers Brown. I just wanted to try to help him to get a little closure so he could see the kids. And that's all I was trying to do. I mean, I was trying to be his friend. I do care a lot about him, but there was no romance involved. Seriously. I know he still loves her. He's never lied to me, you see what I'm saying? He's lied to you every day since he met you. Well, see, I didn't know this, you know what I'm saying? Elle affirme aussi qu'elle ignorait que Brown prévoyait tuer quelqu'un. Well, I just figured, like I said, he was going to knock him down and tie him up and then just put him into the woods or, off to the side so he could talk to Deb and maybe even see the kids. I mean, I knew he was taking quite a chance. You didn't think anyone was going to get hurt? Well, maybe knocked out and stuff, but I didn't know it was going to be the extent. So it was all right to knock people out, but you draw the line at killing them. I just went up to the door.
Steve came out and hit him on the head. I have to keep bang that first man over the head. How could you go back up to that house and bring that other man out, knowing that he was going to get it? You killed him by not doing anything. You knew he was going to get that second man, didn't you? But I didn't know he was going to kill him. Elle est retournée 3 fois à la maison. Ça montre qu'elle savait ce que Brown faisait et qu'elle participait activement au crime. Elle était l'appât. Elle était l'appât pour le monstre. You know, I mean, I didn't help other than bringing the gentleman out. I mean, luring them to their deaths. Well, I didn't know I was doing that. Yes, you did. Ce qui est véritablement effrayant chez une personne comme Patty Teeter, c'est qu'elle s'accroche au mauvais homme. Il a des tendances violentes et elle fait ce qu'il veut, sans sourciller. Elle l'aide à tuer 2 personnes et à en kidnapper une autre. Elle le fait sans penser. Patricia Teeter plaide coupable à 2 accusations de meurtre concomitant d'un crime et à 1 accusation d'enlèvement. Tandis que son avocat demande une peine réduite, la poursuite exige la peine maximale. Selon moi, Patty Teeter ne peut être déchargée d'aucune culpabilité, parce qu'elle a participé à toutes les étapes. Il y avait plusieurs signes que ça allait déraper, ou que ça avait dérapé. Elle n'a jamais tenté de l'empêcher ou demandé l'aide des autorités. Selon moi, elle est tout aussi coupable. Patricia Teeter est condamnée à 20 ans de prison pour les accusations portées par l'État et à 29 ans supplémentaires pour les accusations de l'autorité fédérale. Elle sera admissible à une libération en 2023. Patty avait du mal à dire non à Steven et à tous les hommes avec qui elle a été en relation. C'est dommage qu'elle doive passer la majorité de sa vie dans cette prison à cause de lui, parce qu'elle l'a écouté au lieu de penser par elle-même. Dans l'attente de son procès, Stephen Brown tente de se pendre et plus tard de se trancher la gorge. Mais il survit. Le 5 août 1999, il plaide coupable dans l'État du Maine à 2 accusations de meurtre prémédité et écope d'une peine à perpétuité. On croirait presque qu'il avait l'impression que son crime lui donnait du pouvoir et qu'il avait pu maîtriser la situation. Il avait un plan et il l'a mis en œuvre. Je pense qu'à plusieurs niveaux, il était fier de ce qu'il avait fait. 4 mois plus tard, il est reconnu coupable par la Cour fédérale d'enlèvement, de violence familiale dans différents États et d'autres accusations. Il écope de 5 peines à perpétuité concurrentes. Chaque jour que j'ai passé avec lui, je pensais que ce serait mon dernier. Je ne me suis jamais senti en sécurité. Jamais. Maintenant, je peux dire que je suis en sécurité. Aucun des 2 enfants n'a eu de contact avec lui. Je ne sais même pas dans quel état il est. Je n'ai pas l'intention de le rencontrer ou de lui parler. Ce qu'il nous a fait vivre suffit. Il ne mérite pas que je lui consacre du temps. Je suis fier que mes 2 enfants aient survécu, qu'ils aient obtenu leur diplôme secondaire après tout ça, et qu'ils soient devenus autonomes. Ils s'en sont bien tirés, compte tenu de ce qu'ils ont dû vivre.